Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince confirme avoir reçu la demande de récusation du juge Lamar Bélizaire faite par les avocats de Jean-Bertrand Aristide, mais d'y attendre la décision de la Cour de cassation. Maître Jean-Michel Raymond a précisé que cette requête suspend temporairement la procédure enclenchée par le juge instructeur Lamar Bélizaire, qui a décerné un mandat d'amener contre l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Maître Raymond a par ailleurs invité M. Aristide à collaborer avec la justice. Les accusations portées contre l'ancien président Jean-Bertrand Aristide ne sont pas fondées, selon les avocats de l'ex-chef d'État qui rencontraient la presse ce mardi. Maître Mario Joseph et Maître Gervais Charles estiment que le système judiciaire haïtien ne permet pas un procès équitable. Aussi, en attendant la décision de la Cour d'appel en ce qui concerne l'action de récusation posée à l'encontre du juge Bélizaire, ces derniers ont réaffirmé leur volonté de défendre leurs clients. Là, nous considérons que tout le monde en Haïti, même journalistes, questionner et possibilité système judiciaire qui est tellement faible, qui est corrompu et qui n'est pas indépendant. Tout le monde a questionné est-ce que le système ça est capable de faire enquête, une bonne enquête pour permettre, sans ces pas de pression politique, avec une enquête qui blaye la vérité sur ce qui est passé et sur l'accusation qui est portée contre le monde. N'a pas si retour à la presse que l'équipe qui a défendu le président Aristide a baillé le président une assistance pleine et entière. Net allé. Et de toute façon, nous commençons à poser des actes, soit dans le système en Haïti et dans l'autre système à l'étranger. Ça nous pas voulu, c'est pour ne pas entrer dans un jouet forcé. Juge d'instruction qui n'en poche pouvoir. Et tout procès, toute instruction, ce qui est important, c'est sauvegarde droit accusé, qui doit avoir possibilité pour aux défense pleine et entière. Et à ce sujet, nous pensons que le système judiciaire nous pas foutu by garantie ça. Et nous en contact et en symbiose avec avocats que le président Aristide à l'étranger autour. Donc, autant dire que nous préparer, c'est pour bataille ça. Et ça ne pas à souhaiter, c'est que le système pays qu'il vient dévoiler tête li au niveau international comme un système incapable, c'est pour le mener au dossier pareil. Les élections ne pourront pas avoir lieu le 26 octobre prochain comme annoncé préalablement. Confirmation faite ce mardi par le porte-parole de la primature Pierre-Michel Brunache. Le retard mis par les sénateurs pour amender la loi électorale est la principale cause du report des élections. Toutefois, le porte-parole a révélé que le gouvernement peut se référer à l'article 12 de l'accord d'El Rancho afin d'organiser les prochaines compétitions électorales. Au grand mot, les grands remèdes. L'exécutif semble n'avoir d'autre choix que de recourir à l'article 12 de l'accord El Rancho en vue d'organiser les prochaines joutes. Si après plusieurs mois, les 6 sénateurs de l'opposition traînent encore des pieds et refusent de voter les amendements à la loi électorale, c'est le moment de trouver une alternative pour qu'il y ait des élections dans le pays avant la fin de l'année. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le porte-parole du Premier ministre. En substance, Pierre-Michel Brunache annonce que le sujet a déjà fait l'objet de discussions entre les différents acteurs impliqués dans le processus et qu'elles se poursuivront afin de parvenir à une entente. Dans le dialogue que nous gagnons, majorité partis politiques qui signataires accord El Rancho d'accord pour avancer dans ce sens. Dans le niveau pouvoir législatif là, eh bien, Chambre des députés d'accord pour aller dans ce sens. Exécutif là déjà d'accord pour aller dans ce sens. Communauté internationale là pense que pas gain d'autre choix que pour aller dans ce sens. Eh bien, une signataire accord El Rancho que nous gagnons, c'est dans le niveau Sénat. Donc c'est peut-être ça que nous avons continué et dialoguer avec le président Dera, qui est en consultation avec confrères sénateurs et pour nous connaître et qui n'a pas avancé.
En dépit de tout, la machine électorale est en branle. Les conseillers électoraux ne sont pas restés inactifs, à en croire le porte-parole du Premier ministre. Tout en précisant que l'actuel CEP est le fruit de l'accord El Rancho, Pierre-Michel Brunache rappelle l'obligation qui est faite à l'institution électorale de continuer à travailler selon les principes établis par le consensus politique du 14 mars. Nous-mêmes, l'exécutif là, nous encourager le conseil électoral là pour le travail, pour continuer à faire mise en place nécessaire pour organiser l'élection. Nous connaissons que nous avons besoin d'une période idéale de 6 mois pour l'élection, mais compte tenu de tout les pas qui fait déjà, toute avancée qui fait déjà, on pense que le conseil électoral là est bien capable de parer n'importe qui l'heure que Yobali, cadre légal là. Entre-temps, la date du 26 octobre initialement prévue pour la tenue des élections n'est plus de mise. On se le rappelle, pas plus tard que la semaine dernière, le Conseil électoral provisoire avait adressé une correspondance à l'exécutif pour lui en faire part en attendant de fixer une prochaine date. Nous demandons toute partie signataire dans l'accord El Rancho pour prendre acte de blocage qui gagne pour nous capables d'avancer. Parce que c'est dans la démocratie que nous croyons, c'est dans l'élection que nous croyons, et nous pensons que la population, le peuple haïtien, c'est ça le vrai tout. Amendement de la loi électorale ou application de l'article 12 de l'accord El Rancho, quelle sera la décision finale? Dans l'intervalle, l'exécutif n'a qu'un objectif, avancer vers la tenue des élections avec ou sans la révision du texte par le Sénat. Le sénateur Joslerme Privert dénonce l'incohérence du gouvernement en ce qui a trait à l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Selon le président de la commission finances du Sénat, les députés avaient déjà voté la loi de finances qui prévoyait l'augmentation des prix des produits pétroliers. L'annonce de cette décision, grand pile confusion qui fait sous lui à partir de différentes interventions que l'autorité a fait. Il y a des décisions qui disent qu'il y aura les mesures là. Il y a d'autres qui disent que l'application d'un ajustement sur les prix des produits pétroliers, non seulement la bonne incidence sur le coût de la vie, et le gouvernement à un moment donné a même annoncé qu'il a fait bac sous décision ça. Or malheureusement, le texte qui était déposé à l'article 9, il maintient cette position. 40% d'ajustement du prix de la gasoline et 15% pour le diesel et 10% pour le kérosène. Donc, si le député a voté, les gens ont proposé à nous demander à ce que le gouvernement annonce clairement et fortement sa volonté réelle d'appliquer cette décision pour nous, parce que confusion qui crée dans l'opinion publique, il faut le lever avant que nous-mêmes nous prononcions nos solides. Deuxièmement, il y a des désaffectations, on croit qui attaquent tout, la cohérence du budget. Désaffecter des crédits consacrés à l'investissement pour mettre en fonctionnement, l'hypothéquer, chance que le budget est capable de conduire à l'amélioration des conditions de vie de la population. Les contraire tout aux objectifs macroéconomiques poursuivis à travers le budget. Ensuite, il y a d'autres désaffectations qui fait qui n'ont pas aucun rapport avec l'objectif gouvernemental fixé. Et permettez-moi de rappeler que masse salariale a sorti de 16 milliards de gouttes en 2010-2011 pour le passer à 29 milliards en 2014-2015, soit près de 81% d'augmentation pendant les 5 dernières années. Or, lorsque toutes les ressources publiques qui sont consacrées à des dépenses de consommation, particulièrement salaire, il y a très peu de ressources pour aller aux investissements. Or, il se trouve que pendant que nous estimons que ma salaire et la croissance est exagérée, il y a des désaffectations qui allaient augmenter davantage les dépenses en matière de salaire. Ça m'a dit que pour nous retourner sur eux. Nous avons dit en gros que c'est un budget qui a été charcuté, distribué en petits morceaux, qui n'est pas cohérent avec les objectifs globaux. Fort de ceci, le Sénat sera obligé de retourner sur certaines désaffectations et réaffectations faites par la Chambre des députés, qui déjà inauguré que le budget ne sera pas voté dans les mêmes termes. Célébration ce mardi 19 août de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. C'est un événement qui rappelle aussi l'attentat contre le siège de l'ONU à Bagdad en 2003 et qui a coûté la vie à 22 personnes, dont le vétéran de l'aide humanitaire Sergio Vieira de Mello.
C'est une journée qui permet de célébrer l'esprit de l'action humanitaire à travers la planète, alors que la situation des travailleurs humanitaires n'a jamais été aussi précaire et que le nombre de personnes déplacées est en constante augmentation dans le monde. À ce jour, on pense à tous nos collègues qui risquent leur vie pour donner de l'aide humanitaire au monde. Il faut dire que la situation autour des interventions humanitaires de plus en plus devient très dangereuse dans le monde. Moi, je me souviens, quand j'étais en Afghanistan au milieu des années 80, que notre visibilité, en effet, c'était notre protection. Donc on était très visible parce que tous les partis dans le conflit reconnaissaient le rôle des Nations Unies. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent. En effet, on est devenu cible et ça se traduit dans une taux de mortalité qui est assez important. Donc on a eu, pendant cette année déjà, 2014, on a eu 128 incidents très graves en termes d'attaques aux travailleurs humanitaires et 54 de nos collègues ont trouvé le mort dans ces incidents. C'est en augmentation par rapport à l'année dernière ou... Mais tout à fait, c'est une augmentation de 22%. Et cette année, c'est clair que la situation est très dangereuse. On a des interventions dans des zones de guerre, en effet, en Syrie, en Ukraine, même des endroits comme le Sud-Soudan, Centrafrique, où le conflit est toujours très présent. Donc pour notre staff et surtout le staff national, qui sont les plus proches des bénéficiaires, c'est une situation très très dangereuse.